D'une manière générale, vous gagnerez beaucoup d'argent si vous faites un bon travail avec l'immobilier. Vous feriez un taux de rendement beaucoup plus élevé sur l'immobilier. Mais ça implique plus de tracas, plus de votre temps. Même si vous engagez une société de gestion ou autre, vous avez toujours plus de temps à y consacrer que si vous achetiez un fonds commun de placement et que vous le jetiez dans le tiroir et l'oubliez, et vous recevez les relevés par email, vous savez, une fois par trimestre, une fois par mois ou autre. Vous n'avez aucun problème à acheter un fonds commun de placement ou à acheter des actions. À moins que vous n'essayiez de les acheter et de les vendre, chose que je ne recommanderais jamais. Mais une stratégie d'achat et de conservation de l'immobilier pendant qu'il génère des flux de trésorerie devrait surperformer les actions en bourse. Mais elle est plus compliquée. Elle surperforme principalement parce que c'est un marché imparfait. C'est un terme économique que vous connaissez peut-être. Un marché parfait est un marché où tous les acheteurs et vendeurs ont exactement le même accès à l'information et exactement le même accès à l'achat. Et donc la bourse est plus proche d'un marché parfait que l'immobilier. Dans l'immobilier, chaque bien est unique. Il est unique à une certaine région et tous les acheteurs et vendeurs n'ont jamais, même de loin, la même quantité d'informations ou de croyances sur un bien immobilier. Et donc, l'immobilier vous donne beaucoup plus de possibilités de faire une bonne affaire. En d'autres termes, si vous êtes prêt à investir du temps, vous devriez gagner plus. L'immobilier crée trois types de revenus. L'un est, comme vous l'avez dit, l'augmentation de la valeur. 2, c'est le cash flow, les revenus locatifs. Et le troisième est que vous pouvez l'amortir. Vous pouvez bénéficier d'un allègement fiscal qui couvre une partie ou la totalité des loyers perçus. Ce qui a en fait une réelle plus-value financière. Donc quand vous mettez ces trois-là ensemble, on obtient ce qu'on appelle un taux de rendement interne. Vous avez déjà entendu ça? Pour un petit appartement ou une petite maison basique, un petit bureau ou quelque chose comme ça, votre taux de rendement interne devrait être supérieur à 15%. Et dans la plupart des cas, avec un bien immobilier typique, le rendement de vos liquidités se situe entre 8 et 12%. Maintenant, encore une fois, avec les actions boursières, vous avez deux sources de revenus possibles. L'un est l'augmentation de la valeur et l'autre est le paiement éventuel de dividendes, qui sont des bénéfices partagés avec les propriétaires de la société. Et quand vous achetez des actions d'une entreprise, vous êtes aussi propriétaire d'une petite part de l'entreprise. Vous pourriez donc obtenir des actions à dividendes et vous auriez un flux de trésorerie avec ce genre de choses plus les augmentations de valeur. Mais sur les deux marchés, les gens disent comme vous que les prix sont artificiellement élevés, qu'ils sont ridicules, qu'il y a une bulle ou qu'il n'y a aucun moyen de les soutenir. C'est vrai que dans la réalité, il est arrivé quelquefois. Nous avons eu une bulle technologique en 1999, la folie des .com, où les gens achetaient des actions de sociétés qui n'avaient jamais fait de bénéfices. C'était donc ridicule. Évidemment, elles ont atteint des sommets. La plupart d'entre elles n'ont pas survécu, excepté quelques marques connues comme par exemple Amazon. Mais dans l'ensemble, sur la longue durée, le marché boursier n'est jamais surévalué. Il peut y avoir un moment où il est surcoté et un moment où il est sous-coté. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez de la crise pétrolière où les bateaux étaient tout garés au large des côtes parce que personne ne conduisait et le pétrole est descendu à 0 $ le baril ou à moins de zéro il y a environ 5 semaines. Vous vous en souvenez? Et ça a fait chuter les actions d'ExxonMobil. C'était artificiellement bas parce que c'était une situation temporaire. Les chiffres ne justifiaient pas ce niveau. D'autres fois, quelque chose fait un battage médiatique et les chiffres sont artificiellement élevés. Mais au fil du temps, ils se corrigent généralement dans les deux sens. Et vous savez, vous pouvez regarder les ratios PE, les ratios revenus-bénéfices, et vous pouvez regarder la valeur comptable de la société, les actifs qu'il possède, et les comparer au prix des actions et aux actions en circulation. Alors dire que le Dow Jones est à 30 000 et qu'il ne peut pas se maintenir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas l'accepter émotionnellement, alors que les calculs sont là. C'est absurde. C'est comme si vous disiez que ce bien immobilier ne peut pas valoir ce prix, alors que les loyers qui en découlent disent qu'il vaut bien son prix. Et personnellement,
je regarde le taux de rendement sur mon revenu net d'exploitation, et ce revenu net sur cette partie de l'immobilier dit que ça vaut cette valeur. Et en plus, cette personne aux alentours ont payé le même prix pour ça. Donc oui, ça vaut probablement ce prix. Ce n'est pas parce que, quand j'étais enfant, cette propriété se vendait 100 fois moins cher, qu'elle ne vaut pas autant aujourd'hui, juste parce que je ne peux pas faire face émotionnellement au prix. Il y a des calculs sur tout cela. Maintenant, encore une fois, il y a des exemples individuels sur les actions ou les biens immobiliers, où ils sont surévalués ou sous-évalués. Mais dans l'ensemble, vous avez plus de chances de faire une bonne affaire avec un bien immobilier. J'aime l'immobilier. J'en possède beaucoup. Ce qui arrive souvent quand les gens essaient d'acheter un bien immobilier, c'est qu'ils se concentrent sur le prix. Et bien que je comprenne parfaitement qu'il faille regarder le prix n'est pas nécessairement la première chose à regarder. Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'acheter des biens immobiliers qui rapportent de l'argent. Nous n'essayons pas d'acheter des biens immobiliers qui prennent massivement de la valeur et de les vendre, car si nous les vendons, nous avons beaucoup d'impôts à payer. Et on essaie d'éviter les impôts. Quand j'ai commencé, il n'y avait que mon argent. Et finalement, je n'avais plus d'argent, donc peut-être comme beaucoup d'entre vous, où vous utilisez votre propre argent pour acheter une propriété, puis vous utilisez votre propre argent pour acheter une deuxième propriété, et finalement cet argent s'épuise. Vous devez donc apprendre à lever des fonds. Cette vidéo vous aidera également à comprendre comment lever des fonds, car les personnes qui investissent en vous, investissent également dans l'affaire. Elles investissent donc dans l'équipe de gestion et veulent savoir qui vous êtes, quels sont vos antécédents et quel genre d'équipe vous allez mettre en place. Mais surtout, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est si l'opération est rentable. Est-ce qu'elle est rentable ou est-ce que vous essayez de vous caler sur le marché? La plupart des transactions essaient juste de parier sur le timing du marché. C'est pourquoi si vous apprenez cette information, vous aurez un énorme avantage concurrentiel. Si vous pouvez comprendre comment faire travailler l'argent des gens, générer un revenu massif, créer une valeur massive, puis le leur rendre sans payer d'impôts, vous aurez des investisseurs pour la vie. Donc c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. La toute première chose que nous allons faire est de passer en revue certains éléments de base que vous devez examiner pour chaque transaction. Chaque transaction a 4 composantes. La première est le revenu. Et le revenu peut prendre plusieurs formes. Disons que vous êtes un fleuriste. Vos revenus sont les personnes qui entrent et achètent des fleurs. Si vous êtes dans les immeubles et les appartements, ce sont vos locataires. Ils viennent et vous paient un loyer, c'est votre forme de revenu. Pour un modèle d'affaires récurrent sur Internet, il peut s'agir d'un abonnement mensuel. Et vous avez personnellement votre propre revenu. On appelle cela un salaire. Donc quand vous allez au travail et que toutes les 2 semaines, ou tous les mois, vous recevez votre chèque de paie, c'est votre revenu. Donc le revenu n'est vraiment pas un élément compliqué. Mais dans ce cas particulier, les revenus pour moi sont principalement les loyers. Et donc je me concentre entièrement sur les locataires. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est d'augmenter les revenus. Dans les propriétés que j'achète, je cherche des propriétés qui ont des problèmes. Je cherche des propriétés qui ont un faible taux d'occupation. Je cherche des propriétés qui ont un potentiel de revenus. Donc, comme tout le reste, disons que vous allez au Starbucks du coin, quand vous entrez, ils ne vous proposent pas seulement du café, ils ont de la nourriture, ils ont une variété de choses. Tu peux acheter des glaces. Vous savez, il y a toutes sortes de choses tout autour. La même chose dans une épicerie. C'est exactement le même processus, sauf que nous parlons d'immobilier. Donc pour nous, pour les revenus, nous cherchons des moyens de monétiser la présence des animaux de compagnie. Nous cherchons des moyens de monétiser les vues. Nous cherchons à mettre des lave-linges et des sèche-linges dans les unités et à pouvoir monétiser cela. Cela fait donc partie du fait de générer de revenus. Un autre moyen est de mettre en place un carport, des parkings couverts, des garages, car les gens aiment leur voiture. Ce sont toutes des façons de monétiser vos revenus grâce à l'immobilier. Mais le revenu est un élément très important. Et la plupart des gens ne le comprennent pas. C'est un élément très important. Le deuxième élément est la dépense, et c'est généralement un élément négatif. Alors évidemment, les dépenses sont tout ce qui va des salaires à la publicité et au marketing.
Il s'agit de vos impôts, de votre assurance, de tous vos services publics. Donc, encore une fois, pensez à vous. Vous avez probablement une hypothèque. Vous avez peut-être un loyer, un paiement pour votre voiture, des vacances que vous voulez prendre, vous devez acheter de la nourriture. Vous avez peut-être un animal de compagnie. Ce sont toutes des dépenses. La même chose arrive dans l'immobilier, sauf que pour nous ici, je dois payer une facture d'électricité, je dois payer la compagnie d'électricité pour toutes les lumières. Je dois payer une compagnie des eaux pour l'eau que les locataires utilisent. Et je dois payer une facture d'ordures pour les personnes qui viennent ramasser les ordures. Donc ce sont toutes les dépenses de chaque location, de chaque bâtiment commercial ou industriel. Il y a les taxes, les assurances. Et ce sont quelques-unes des choses que j'ai déjà mentionnées. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous essayons de minimiser nos dépenses. Maintenant, vous n'allez pas vous en sortir et réduire les dépenses à zéro, parce que chaque propriété a des dépenses. Ce que nous essayons de faire, cependant, c'est de trouver des moyens pour minimiser nos dépenses. En d'autres termes, si nous avons des véhicules de ramassage des ordures qui viennent sur la propriété 3 fois par semaine, peuvent-ils venir 2 fois par semaine et ramasser des plus grandes ordures? On aura donc un moindre coût, parce que c'est un voyage en moins, donc une charge que nous n'avons plus à payer. C'est le genre de choses auxquelles on s'expose quand on commence à acheter des biens immobiliers. Même chose avec le marketing et la publicité. Autrefois, on faisait de la publicité dans les journaux. Maintenant, tout est sur Internet et les réseaux sociaux essaient de vous faire payer pour des publicités, comme les publicités Facebook. C'est le même genre de choses. Tout s'est déplacé vers Internet. Et donc, pour notre entreprise, ce que nous essayons de faire, c'est de minimiser nos dépenses de marketing, tout en maintenant un trafic élevé vers nos sites web. Et nous avons fait cela par le biais de blogs et toutes sortes d'autres choses pour amener les gens à venir sur nos sites web. Ainsi, au lieu de payer pour des publicités en ligne, notre entreprise ne paie plus rien en marketing et en publicité. À l'exception des salaires, car les blogueurs que nous payons ici dans notre entreprise génèrent suffisamment de trafic pour dépasser ce que nous aurions obtenu en publicité payante. C'est le genre de choses que l'on fait du côté des dépenses. Nous avons des personnes à plein temps qui s'occupent de l'assurance et des taxes pour toutes nos propriétés, car nous avons plus de 10 000 propriétés. Et donc nous payons des millions de dollars chaque mois en taxes et en assurance. Et nous devons nous assurer que nous les minimisons. Tous ces éléments ont à voir avec la prochaine composante, qui s'appelle le revenu net d'exploitation, ou NOI. Le NOI, ce sont vos dépenses après vos revenus. Combien d'argent vous reste-t-il après vos dépenses? Pour beaucoup d'entre vous, c'est zéro ou même négatif. Si vous n'avez pas d'emploi, vos dépenses sont probablement supérieures à vos revenus. Mais si vous avez un travail, avec un peu de chance, vos revenus sont supérieurs à vos dépenses. C'est la même chose pour un immeuble d'habitation. Si j'ai des dépenses de 100 000 par mois et que mes revenus sont de 120 000 par mois, alors mon revenu pour le mois, mon revenu net d'exploitation est de 20 000 $ par mois. Mais si mon taux d'occupation baisse et qu'il est de 90 000 et que mes dépenses sont de 100, alors j'ai un revenu net d'exploitation négatif. C'est pourquoi la gestion des dépenses et des revenus est si importante, car le revenu net d'exploitation est le moyen de créer de la valeur. Et c'est ainsi que vous créez une richesse considérable pour vous-même et pour vos investisseurs. Si vous pouvez comprendre comment générer un revenu net d'exploitation élevé, alors vous réussirez très bien dans ce secteur. Comme je l'ai dit, la plupart des gens achètent quelque chose en espérant simplement que ça monte en valeur. Ils ne comprennent pas l'immobilier à ce niveau. Et si vous comprenez l'immobilier à ce niveau, vous allez faire fortune. La prochaine composante que nous devons ajouter est la dette ou l'hypothèque. Lorsque vous achetez un bien immobilier, disons que vous achetez une maison individuelle. La plupart des gens vont à la banque et obtiennent un prêt pour acheter cette maison. Donc, dans une grosse affaire d'immobilier commercial, même chose, on achète en utilisant de la dette. Maintenant, ce qui est cool avec la dette est qu'elle vient d'autres personnes. Et au passage, je vous remercie du fait d'avoir mis tout votre argent à la banque, parce que maintenant les banques vont se dire, que diable, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Tiens, on doit le prêter. Parce que lorsque vous mettez de l'argent dans une banque, lorsque les gens déposent leur chèque dans une banque, c'est un passif pour la banque. La banque est assise sur un tas d'argent de gens et elle doit vous payer des intérêts dessus.
Alors elles le prêtent à des types comme moi sous forme de dette pour acheter de l'immobilier. C'est comme ça que le système bancaire fonctionne. Ils veulent votre argent parce qu'ils le prêtent plus cher. Ils vous donnent 1% sur votre compte bancaire et ensuite ils me font payer 5 ou 6% pour l'emprunter. C'est ainsi que les banques gagnent de l'argent. La dette est donc un élément très important de l'achat de biens immobiliers, car il s'agit en fait de l'argent des autres personnes. Si vous pouvez utiliser la dette, alors vous pouvez devenir massivement riche. Un autre élément très important de la dette est l'effet de levier, vous en avez tous entendu parler. Disons que vous achetez une maison de 100 000 $ et que la banque vous accorde un prêt de 70 000 $. Vous n'avez qu'à trouver 30 000 $ pour acheter une maison de 100 000 $. Le reste est sous forme de dette. Ils vous ont donné 70% du montant pour acheter cette maison. C'est ce qu'on appelle le ratio prêt-valeur, ou LTV. La dette est donc un élément très important, car vous n'avez pas à verser la totalité de la compte. Vous n'avez pas besoin d'acheter la maison en liquide. Vous avez juste à aller voir une banque. Et c'est un élément très important à comprendre. Mais le coût de la dette est très important à savoir. Et les banques vous donneront cet argent si vous comprenez vos coûts. Alors pourquoi ne pas mettre 30 000 $ pour acheter une maison de 100 000 $? C'est tout ce que je fais à plus grande échelle avec les 10 000 unités que nous possédons. Donc, évidemment, nous sommes lourdement endettés. Et je suis très heureux d'être endetté parce que les principes que j'ai ici permettent de tout rembourser. Le dernier élément après la dette est le flux de trésorerie ou le cash flow. Donc le cash flow est ce que nous essayons de faire sur chaque modèle. Chaque affaire que je regarde passe par ce processus. C'est exactement le même processus. S'il n'y a pas de cash flow, c'est peut-être parce que le coût de ma dette est trop élevé, ou que mes dépenses soient trop élevées, ou que mes revenus soient trop faibles. Mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est une mauvaise affaire, car je pourrais acheter un logement dont le taux d'occupation est de 50%, et disons qu'il a un faible revenu, il a un revenu net d'exploitation négatif. Si je peux augmenter le revenu sur 12 ou 24 mois, alors je peux générer massivement un revenu net d'exploitation et un cash flow plus élevé. Je cherche donc constamment à savoir combien je dois investir sous forme de capitaux propres. Jusqu'à combien je peux m'endetter et combien de cash flow je pourrais générer. Parce que comme j'investis l'argent des gens, la seule chose qui compte c'est bien le cash flow. Rien d'autre ne compte. Je ne cherche pas à savoir combien vaudra la propriété dans 1, 2, 3 ou 4 ans. Maintenant, je m'assure qu'elle augmente en valeur, mais c'est moi qui crée la valeur en générant un revenu net d'exploitation. Parce que lorsque vous allez à la banque pour emprunter de l'argent, c'est le revenu net d'exploitation que la banque regarde. La banque se dit, ok, si je dois accorder une dette ou une hypothèque à cette personne, je veux m'assurer que son revenu net d'exploitation est supérieur à ses dépenses. Parce que si mon revenu net d'exploitation n'est pas supérieur à mes dépenses, je ne pourrai pas payer ma dette. Il faut donc qu'il soit en très bonne position pour pouvoir maximiser sa dette et son cash flow. Toutes les affaires de la planète suivent ce processus. Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez devenir massivement riche. C'est très différent d'acheter quelque chose à bas prix et d'essayer de le vendre à prix élevé. Les banques ne regardent pas du tout cela. Donc ce que nous essayons de faire ici, c'est investir massivement dans le cash flow à long terme, ce qui donnerait au final ce que nous appelons un rendement infini. Donc le processus c'est prendre l'argent des gens, générer une valeur massive, le retirer sous forme de dette et le rendre sous forme de cash flow à l'investisseur, chaque trimestre ou chaque année. C'est pourquoi nos investisseurs reviennent sans cesse vers nous, parce que nous générons des flux de trésorerie massifs et que nous leur rendons leurs investissements sans impôt. Et ils sont maintenant avec nous dans les affaires, sur un retour d'investissement infini.